Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Pour ce nouvel épisode du podcast Agente, j'aimerais vous parler d'un sujet qui potentiellement va s'adresser à toutes les femmes qui se sentent actuellement submergées de projets, de choses à mettre en place. Dans leur quotidien, elles se sentent vraiment complètement submergées, mais avec la sensation paradoxale de sentir qu'on n'avance pas. La sensation de ne pas avancer. Ce que je vais vous dire devrait vous intéresser. Je vais vous parler d'un sujet, vous l'avez vu dans le titre, la notion d'éparpillement, je m'éparpille, comment reprioriser. C'est un sujet qui me touche très personnellement, parce que j'ai souvent la sensation de m'éparpiller. Moi, j'appelle ça la procrastination active. Euh, C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette énergie, au moins au début en tout cas, on a cette énergie, cette envie de faire plein de choses, donc on y va, quoi. On est vraiment moteur. On a envie d'avancer, donc on va faire des choses. On va aller à gauche, à droite. Mais on a quand même un petit peu cette impression à la fin de la journée d'avoir été une enfant qui aurait pu être dans un magasin de jouets. Donc c'est vraiment imaginer cette énergie-là que vous potentiellement vous pouvez avoir dans un magasin de jouets quand on est enfant et te dire ouais waouh il y a tellement de trucs à faire, c'est tellement chouette, allons-y. Et du coup à la fin de la journée on sait plus trop où on est parti, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui me touche très, très, très personnellement et qui m'arrive souvent. Et donc je pense que si vous écoutez cet épisode, c'est que probablement vous êtes aussi dans ce cas. Donc l'idée de cet épisode, c'est de effectivement voir comment vous pouvez vous recentrer, comment quand vous êtes dans cet élan-là, dans cette énergie d'éparpillement, comment reprioriser les choses. Alors avant toute chose, je voulais qu'on refasse le point sur les symptômes de l'éparpillement. C'est quoi les symptômes? Parce qu'il y en a des plus ou moins clairs, plus ou moins évidents, mais il y en a d'autres qui sont quand même, je trouve, plus difficiles à capter. Déjà, pour moi, le premier symptôme de l'éparpillement, c'est la difficulté à dire ce qu'on a fait de sa journée, en fait. Et surtout, quel objectif ça a servi. C'est un peu le parallèle que je faisais avec le magasin de jouets. En fait, on a la tête dans le guidon et à la fin de la journée, moi, ça m'arrive souvent, on fait souvent un récap avec mon mari de qu'est-ce qu'on a fait de notre journée. Et parfois, je sens bien que je suis incapable de dire vraiment ce que j'ai fait. Enfin, je me dis, bah oui, j'ai fait des choses, mais vraiment, est-ce que ça a servi à un objectif précis? Je suis pas sûre. Donc, c'est un peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais cette difficulté à véritablement faire le récapitulatif de sa journée parce qu'on a l'impression d'avoir fait plein de choses, mais qu'au final, est-ce que c'était pour un objectif précis? Pas sûr. Un autre symptôme aussi de l'éparpillement, c'est qu'on n'arrive plus à tenir les deadlines qu'on se fixe. Donc ça, peut-être que ça vous parle aussi. Donc je ne parle pas de ne pas réussir à tenir sa deadline, que ce soit 1 ou 2 jours. C'est quelque chose qui devient très récurrent, très fréquent dans votre quotidien. Vous n'arrivez pas à fixer les deadlines, les objectifs, les délais que vous vous êtes fixés. Vous dépassez systématiquement, ça déborde systématiquement. C'est probablement qu'il y a un problème de gestion de temps, mais aussi, comme on va le voir, de priorisation et du coup d'éparpillement. Un symptôme de l'éparpillement assez clair, je trouve, c'est celui de la difficulté à faire des choix. En fait, c'est derrière cette difficulté qu'il y a, c'est aussi l'impression que tout doit être fait. Donc on est presque proche du burn-out, des fois dans ces moments-là, mais c'est vraiment l'impression que tout doit être fait, absolument. Et ça génère chez vous un tiraillement un peu constant qui est toujours là, une sorte d'épuisement. Vous n'arrivez plus, en fait, vous n'arrivez plus à faire des choix. Vous avez l'impression vraiment, fondamentalement, vous êtes persuadé, parce que vous essayez de le faire, c'est pas un manque de volonté, vous essayez de le faire, mais vous êtes persuadé que vous n'avez pas la possibilité, vous n'êtes pas en mesure de choisir et que vous devez tout faire. Donc ça, c'est assez compliqué, on en reviendra. Un autre symptôme, c'est d'avoir de l'énergie à foison. Donc ça, on ne remet pas en question cette notion d'énergie. Mais en fait, quand on fait le point, quand vous avez l'occasion de faire le point sur ce que vous avez fait,
Donc là, vous n'avez pas de difficulté à dire ce que vous avez fait de votre journée, mais vous vous apercevez qu'en fait, vous n'avez pas coché les trucs importants. Comme avoir des clients, par exemple. Vous avez, un exemple, vous avez pu avoir bossé pendant des heures et des heures sur vos offres, votre positionnement, ou même, je sais pas, votre bannière LinkedIn, votre photo de profil, votre site. Et en fait, le truc, c'est que vous avez quand même de l'énergie, vous êtes trop contente de faire ça, c'est un renouveau. Mais quand vous faites le point, vous vous dites, oui, en fait, j'ai pas coché ce que je voulais vraiment cocher, ce qui est fondamental. Donc vous avez conscience que vous n'avez pas coché les trucs fondamentaux, vous avez l'énergie, mais du coup, il n'y a rien qui avance fondamentalement. Et enfin, le dernier symptôme que je vois, moi, et sans doute que ça va vous parler aussi, c'est qu'en fait, c'est pas, je lis pas forcément l'éparpillement au fait d'être booké full time. Parce que souvent, moi, des fois, je me disais, mais je m'éparpille pas, puisque de toute façon, je suis pas bookée. Donc en fait, c'est bizarre, je me sens comme si j'étais éparpillée, mais pourtant, j'ai du temps. Et donc là, c'est un peu un warning que je vais vous mettre. En fait, s'éparpiller, ça veut pas dire être sous l'eau. Souvent, on confond. On a l'impression que on est éparpillé quand justement on a cette sensation là au fond de nous qu'on est débordé, mais pour moi c'est pas la même chose. On peut avoir du temps, on peut avoir largement du temps dans sa semaine parce qu'on n'est pas booké avec des clients et autres, et quand même avoir cette sensation de s'éparpiller au final. Donc on n'est pas forcément en lien avec la notion de trop plein. Il y a aussi ce symptôme d'éparpillement, ça peut très bien être aussi une sensation que vous avez qui n'est pas factuellement celle qu'on pourrait croire. Donc, peut-être que vous vous reconnaissez dans ces symptômes-là, dans l'un ou tous. Personnellement, je me suis reconnue dans tous un moment ou un autre, pas au même moment, mais ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que ça a été facile pour moi de parler de ces symptômes-là. Si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est déjà de réfléchir à replacer la repriorisation. C'est bizarre de dire ça, mais à prioriser votre priorisation d'abord. En fait, ce que je veux vous dire, c'est pourquoi c'est important de reprioriser les choses. Parce que, bon, souvent on se dit oui, c'est important, il faut que je repriorise, mais fondamentalement, on se dit pas c'est quoi l'enjeu derrière. Donc moi, je voulais déjà aussi reclarifier cette notion et à quel point c'est important vraiment pour votre vie pro et perso de reprioriser. Le premier truc évident, et ça, vous allez me dire, bon, tu m'apprends rien, Nolwenn, c'est que vous avez que 24 heures, enfin, on a tous, toutes et tous, c'est au moins notre point commun sur cette planète, c'est qu'on a 24 heures dans une journée. Voilà, donc on a 24 heures. Donc en fait, si vous voulez profiter de votre vie à côté du boulot, je crois que de toute façon, vous serez obligé de faire des choix. Voilà, vous n'aurez pas le choix que de faire des choix. Mais je reviendrai sur le sujet après. Par contre, il y a autre chose qu'on ne pense pas avec le fait de reprioriser. On se dit, oh, plus tard, on verra plus tard. Là, je suis dans le mouvement, je suis dans l'action. C'est pas une nécessité absolue de reprioriser les choses. En fait, le risque, si on ne repriorise pas, c'est qu'en fait, on peut passer des mois, voire des années, à travailler pour quelque chose qui ne sert pas ce qu'on voulait vraiment faire, qui ne sert pas notre vision. C'est un peu le danger, c'est un peu de se réveiller, enfin c'est un peu l'image qu'on a tous, mais de se réveiller un matin en ayant la sensation qu'en fait on n'est pas au contrôle de sa vie en fait. On est sur pilote automatique, on avance, mais on n'est pas du tout en sensation de maîtrise, on a l'impression que la vie nous échappe. Donc moi clairement c'est mon angoisse numéro 1. Voilà, moi c'est le truc je pense qui me fait peur, quoi, de ne plus être au contrôle, de plus avoir la sensation d'être dans le contrôle de sa vie, c'est franchement, moi je trouve que c'est hyper flippant. Et en fait ça, il y en a plein autour de nous, des gens qui passent des mois, des années à travailler, à être dans un job. Alors, même en freelance, on se dit oui, freelance, on a plus la liberté et tout ça. Oui, sauf que bon, c'est aussi facile de se faire happer par des choses qu'on ne veut pas. Et donc, vous pouvez passer des mois, des années à vous dire, bon, oui, c'est ok et tout ça. Mais du coup, c'est parce que vous ne repriorisez pas les choses, vous vous laissez couler. Donc ça, pour moi, hyper important de reprioriser pour cette raison. Donc en fait, pour moi, dès lors qu'on veut être au contrôle de sa vie,
pour moi, c'est obligatoire en fait. Il y a même pas de sujet. C'est pour ça que je disais que vous êtes obligé de faire des choix. C'est que pour moi, reprioriser, c'est obligatoire en fait. C'est pas une option. Souvent, quand je discute avec certains et certaines, euh, je sais pas, c'est pas la notion de priorisation. On a l'impression que c'est même pas une priorité pour eux de devoir le faire régulièrement, alors que pour moi, c'est absolument fondamental, vraiment. Et donc faire le point pour voir où on en est, aussi dans ce monde, justement, qui, à l'inverse, nous pousse à aller plus vite. Le monde actuel ne nous pousse pas à reprioriser les choses. Le monde actuel ne nous pousse pas à, euh, à mettre sur pause, en fait. Le monde actuel ne nous pousse pas à faire preuve de discernement d'esprit critique et de prise de hauteur. Donc finalement, euh, le faire, c'est aussi vous autoriser à plus être dans ce moule-là, cette tendance-là, et à vous poser 2 secondes, enfin un peu plus que 2 secondes, mais en tout cas, vous poser, vous dire, mais est-ce que ça me va cette vie en fait? Est-ce que ce que je fais, est-ce que les choix que je suis en train de faire, ou que je ne suis pas en train de faire justement, est-ce que ça me convient? Donc, pour moi, quand on a cette sensation de s'éparpiller, quand on la vit, reprioriser, ça devient une priorité. Donc la première chose, c'est quand vous avez cette sensation-là d'éparpillement, de vous dire que la solution, c'est de mettre sur pause et de réfléchir à vos priorités. Moi, j'aime bien faire le parallèle aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette sensation. Moi, je l'ai assez souvent. Mais par exemple, quand on est dans un trajet en train qui dure, bon, ça dépend de chacune, mais euh, moi je vois qu'un trajet de plus de 2 heures, en fait, vous avez cette sensation un peu de fourmillement, vous avez une sensation inconfortable, vous avez envie de bouger en fait. Vous avez envie de bouger, de vous lever, en fait, c'est insupportable quoi. Vous sentez bien que vous êtes figé dans un mouvement, dans une posture qui vous ne convient pas. Donc vous avez beau essayer de bouger vos jambes, de les tendre, de les plier, de vous mettre sur la coudoir, etc. Vous sentez bien qu'en fait, ce qu'il faut, c'est vous lever, quoi, en fait. Et donc, du coup, là, c'est un peu pareil. En fait, c'est important d'être à l'écoute de vos sensations. Donc, si vous vous sentez physiquement, c'est pas facile ce que je dis, mais enfin, moi, je sais que la sensation d'éparpillement, je la lis un peu comme si j'avais du feu dans mon cerveau. Enfin, il y a un truc un peu d'énergie quand même. Donc, c'est pas un épuisement, mais chez vous, ça sera peut-être un épuisement que vous ressentirez. Mais pour d'autres, c'est justement, c'est qu'il y a énormément de feu en vous. Et faut pas minimiser ça. C'est une sensation et c'est potentiellement une sensation de l'éparpillement. Donc déjà, quand vous êtes comme ça, en fait, il y a beaucoup de bienveillance envers vous-même, envers ces sensations que vous ressentez. Ne mettez pas ça sous le tapis. Là, en fait, c'est un peu comme si vous aviez un feu orange. Votre corps, votre esprit, vos pensées vous envoient un feu orange, mais n'attendez clairement pas d'être au feu rouge pour bouger et vous dire c'est le moment de reprioriser. En fait, moi, j'ai accompagné plusieurs femmes dans cette situation-là, surtout une auquel je pense, mais qui en fait était dans le rouge quand elles m'ont appelée. Et en fait, ça a été vachement difficile avec elles parce qu'en fait, c'est pas que c'était trop tard, mais c'est que cette sensation d'éparpillement était telle qu'il fallait vraiment creuser, reposer à plat. Et donc, du coup, en termes d'énergie, il y a eu un peu un pic comme ça, le feu justement, avant de redescendre complètement et d'être dans une énergie down complètement. Et c'était trop tard en fait. Donc n'agissez pas quand c'est le rouge, quoi. Agissez quand c'est orange, quand vous ressentez déjà un petit peu quelque chose. Ne vous forcez pas et soyez vraiment bienveillante envers vous-même. Donc, l'une des solutions pour contrer justement cet éparpillement, c'est ce que je dis, c'est dans le titre du podcast, c'est de reprioriser. Donc, il y a déjà plusieurs choses. C'est de 1, avoir conscience que vous êtes en train de vous éparpiller, parce que déjà ça, c'est la moitié du chemin, concrètement, parce qu'on s'en rend pas souvent compte qu'on est dans ce truc-là. Donc c'est ce que je disais, être à l'écoute et avoir conscience que vous vous éparpillez. Et 2, être prête à changer votre organisation et à définir ou redéfinir vos priorités. Donc c'est être prête à changer les choses. Et je dis pas être prête à faire plein de choses, Attention, justement, au contraire. Je dis pas d'être prête à faire des choses, mais je dis d'être prête à un changement d'organisation et de définition vraiment profonde de vos priorités. Parce que le problème, c'est pas tant qu'il
qui est l'éparpillement en fait. Le problème, c'est pas que vous vous éparpillez. Ça, c'est un symptôme. C'est un symptôme pour moi d'un manque de priorisation. Donc souvent, quand on vient me voir, on me dit mais je m'éparpille, comment faire? En fait, c'est pas c'est un peu comme dire bah je suis malade, comment faire? Bah c'est déjà de savoir pourquoi vous êtes malade. Et bah là en fait pour moi c'est l'éparpillement, c'est un symptôme du manque de priorisation. Donc la question fondamentalement, on y vient, c'est bah, comment faire pour prioriser les choses? Comment faire pour prioriser et reprioriser si nécessaire certaines choses? Alors pour moi, si je devais résumer ce que je vais vous dire, euh, les outils, parce que là j'ai envie de vous transmettre des outils pour reprioriser, parce qu'il y en a des outils. Mais le premier outil, c'est d'oublier votre intuition. Parce que je sais qu'il y a tout un mouvement qui se fait sur les réseaux et tout ça, de écouter votre intuition elle sait, votre corps il sait, et je veux dire justement, juste précédemment que c'est le cas, que votre corps vous parle, etc. Donc oui c'est vrai, je suis complètement pour quand on parle d'écouter un signal. Donc c'est-à-dire que le corps, l'intuition, tout ça, c'est un signal, ce sont des signaux. Donc pour moi l'intuition ça sert comme une sorte de premier signal d'alerte. Très bien. Par contre, quand il s'agit de prioriser, oubliez complètement votre intuition. La priorisation n'est pas en lien avec l'intuition. Du moins, en tout cas, au début. Après, on commence peut-être à être plus mature sur ça, à déceler certaines choses, mais c'est même pas de l'intuition, c'est juste que c'est un raisonnement beaucoup plus rapide qui se fait, et donc vous avez peut-être moins besoin de vous poser. Mais en tout cas, pour démarrer, prioriser, et encore plus quand il s'agit de business, ça n'a jamais été une question d'écouter ses ressentis, d'écouter ses intuitions. Clairement, franchement, pour vous dire, si moi j'avais écouté mon intuition de repriorisation, bah, j'aurais changé 30 fois de métier, et ça aurait même pas été les mêmes à chaque fois. Parce que je suis comme ça, je suis de nature créative, on va dire. Donc, clairement, n'écoutez pas votre intuition quand il s'agit de définir vos priorités. Premièrement, c'est ultra important, vraiment. Appuyez-vous sur des outils concrets. Appuyez-vous sur des outils factuels, dont je vais vous parler juste après. C'est le plus important, mais votre intuition, on la met de côté, c'est pas nécessaire à ce stade-là. Vous pouvez la remercier, vous pouvez remercier votre corps, votre intuition, tout ce que vous voulez pour ce signal d'alerte, et après, bah, vous le mettez de côté. Alors, pour moi, les outils qui m'ont vachement aidé, donc là, ce que je vais vous lister, ce sont des outils que moi j'utilise. Je n'invente pas ça, j'ai vécu ça. Je parle vraiment de ce que je vis et de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai expérimenté et de ce qui fonctionne pour moi. Donc après, vous voyez ce qui vous parle ou pas, mais je trouve que ce sont des bons premiers outils. L'une des premières choses à faire pour moi, c'est de faire un état des lieux de sa semaine type. Donc je dis semaine, ça peut être déjà au jour le jour, mais j'aime bien parler en termes de semaine, ce qui se passe dans votre semaine. Donc c'est faire un vrai, mais vraiment un vrai audit de votre quotidien. Parce que l'idée c'est de savoir de quoi on parle en fait. Quel orga vous avez vraiment, qu'est-ce qui vous prend le plus de temps, à quel moment précis vous sentez que vous êtes éparpillé. En fait, c'est un peu comme quand vous souhaitez faire attention à votre alimentation, vous souhaitez faire un rééquilibrage alimentaire. C'est évident que la première chose qu'il faut faire, c'est de checker ce que vous êtes en train de manger actuellement. Parce que parfois, on pense peut-être qu'on mange trop de ça, ou on se dit oui, ça va en termes de quantité. Et en fait, si vous mettez à peser vos aliments, moi j'ai déjà fait juste par curiosité, et oui, clairement, je croyais pas du tout que c'était ça. Enfin, l'idée, c'est vraiment de remettre du concret justement dans votre ressenti d'éparpillement, de quoi on parle factuellement. Notez tout ce que vous avez, notez tout ce que vous faites, tenez un journal de bord pendant plusieurs semaines et essayez d'être à l'écoute
de cette sensation quand vous vous dites là je m'éparpille ou là je ne sais plus quoi faire, etc. Est-ce que c'est quand c'est justement avant une présentation client? Est-ce que c'est au moment où vous devez aller prospecter? Est-ce que c'est au moment où vous devez prendre la parole sur les réseaux sociaux? C'est quoi le... Voilà, et si vous pouvez avoir une sorte de curseur un petit peu dans cette sensation d'éparpillement, à quel moment ça se passe aussi? Donc finalement, c'est un petit peu comme quand vous faites un audit de branding ou même de plateforme du X, UI ou autre, à votre client, vous lui proposez toujours avant une refonte de brand ou du X, UI, vous faites un audit. Vous voulez voir de quoi il s'agit, de quoi on parle, et là c'est exactement pareil pour votre business en fait. Faites la même chose, vraiment. Ensuite, un deuxième outil concret qui vous permettra de redéfinir vos priorités, c'est de faire un vision board. Donc un vision board, clairement ça pourrait faire l'objet d'un épisode entier de podcast. Donc je ne vais pas vous expliquer comment faire un vision board. C'est en plus aussi un truc que je travaille avec mes clientes en accompagnement. C'est un des outils par lesquels on commence à chaque fois systématiquement. Mais en fait, là je voudrais juste vous parler du fait de faire un vision board quand il est bien fait. Parce qu'il faut qu'il soit bien fait. En fait, c'est ça aussi le sujet. Mais si vous faites un vision board, c'est un outil qui vous permettra de vous raccrocher à ça. Moi, je le vois vraiment comme une boussole. Et ça paraît bête, hein, vraiment. Ça paraît simple. Ça paraît simple dit comme ça, mais je vous assure que dans le quotidien, le vision board, ça peut être très puissant pour vous raccrocher. Quand vous avez cette sensation de vous éparpiller, vous vous remettez face à votre vision board et vous checkez, quoi. Vous dites, ok, est-ce que c'est ça ou pas? En plus, ça peut aussi vous permettre de faire des choix concrets pour votre business. Je vais vous donner un exemple. J'en ai pas parlé sur les réseaux, donc c'est l'avantage du podcast, c'est qu'on peut parler un petit peu plus de choses qui ne se passent pas, qui se passent en off. Mais en fait, j'accompagne aussi ma prof de yoga en mode coaching, donc exactement ce que je fais pour les femmes designers freelance, mais pour ma prof de yoga. C'est pas un truc que je souhaite développer, hein, d'aller coacher sur le business d'autres secteurs, mais bon, pour elle, j'apprécie énormément son travail. Donc, je la coach, et donc on a fait son vision board. Et en fait, son vision board, ça l'a aidé à comprendre que dans son contenu, il fallait qu'elle parle de musique. Alors je vais pas vous parler toute l'histoire, mais pour elle c'est hyper important la musique. Elle a vraiment une appétence pour ça. Elle choisit vachement bien ses playlists pour ses cours, etc. Il y a un vrai sujet avec la musique, la voix. Elle a une voix, enfin bon, bref, voilà, c'est un truc. Dans son vision board, elle a mis énormément. Elle s'en était même pas rendue compte, hein, mais de choses, de musique, voilà, de liens avec tout ça. Et en fait, ça lui a permis de se recentrer sur ça, sur sa création de contenu, sur ce qui l'a différencié des autres en tant que prof de yoga, parce que comme designer, hein, les profs de yoga, il y en a à l'appel. Ce qui la distinguait, c'était son rapport à la musique. Et du coup, ça l'a vachement aidée pour créer du contenu, parce qu'elle a eu son fil conducteur, elle a enfin eu son fil rouge, et ça lui a permis de reprioriser son contenu et de savoir que ça parte pas dans tous les sens, de vas-y, je publie un truc là-dessus, et un truc sur ça, et puis en fait, je vais parler de ça. Mais là, voilà, elle était fidèle à sa vision, à elle, et ça l'a aidée aussi pour mettre en place des actions. Je voulais aussi donner un autre exemple d'une autre femme que j'ai accompagnée, designer cette fois-ci, et qui, elle, dans son vision board, elle avait un objectif de prendre la parole en public. Il y avait vraiment une posture de je veux essayer de délivrer un message et d'être en mode conférence, en tout cas prise de parole en public. Et en fait, ça l'a aidée à prioriser dans le sens où elle a mis ça au centre de ses choix, malgré sa peur, malgré plein de choses, malgré le fait que plein de choses, plein de freins, et même le temps passé, mais c'était sa priorité, elle l'a mis dans son vision board. Du coup, ça lui a permis d'acter des choses dans ce sens-là. Déjà de dire oui à une opportunité qui lui faisait peur, et de la rendre concrète et de lui laisser du temps de préparer tout ça, parce que ça se prépare une prise de parole en public. Elle a pris ce temps, elle a dégagé ce temps parce qu'elle savait, en regardant son vision board, que c'était une priorité. Donc voilà, c'est vraiment un outil, je vous dis, qui est vraiment, qui est pour moi super. Ensuite, je m'aperçois que j'ai quand même plein de choses à vous dire. Mais un autre outil qui va rejoindre un petit peu les autres pour prioriser et pour vous aider à
à définir cette priorité et vous éviter l'éparpillement, c'est de fixer des objectifs chiffrés. Alors ça, je sais, je dis ça à chaque fois, mais pardon, mais c'est hyper important. Vraiment, en fait, je crois sincèrement que c'est ce qui manque le plus de nos jours, dans tout ce qu'on peut voir sur les conseils, sur tout ce qui, les trucs mindset, développement personnel, etc. Mais est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes et parler de chiffres? Parce que les chiffres, ça ne ment pas. Les chiffres, c'est factuel. En fait, on aurait tout à gagner dans notre vie perso et pro à parler de chiffres. Quand je dis chiffres, c'est pas forcément argent, hein. C'est chiffres, c'est chiffrer des choses, c'est donner un truc concret. Et qu'on arrête d'être dans... Même, c'est pareil, sur LinkedIn, je vois plein de trucs passer sur comment... comment faire croître notre business, comment être bien dans son business. Mais oui, mais on parle de quoi? On parle de quels chiffres? Et quand vous vous dites, par exemple, fixez vos objectifs de développement commercial ou améliorer votre prospection, etc. Oui, mais on parle de quoi, en fait? En fait, je me suis aperçue, et encore une fois, hein, j'ai été là-dedans. Je jette pas la pierre à... Si vous m'écoutez et que vous n'êtes pas là... Enfin, justement, que vous mettez pas d'objectifs chiffrés, ne vous en voulez pas parce que j'ai été comme ça aussi avant, donc il n'y a aucun problème. Mais en fait, moi, je me suis aperçue que quand on s'éparpille, souvent, quand on a cette sensation de s'éparpiller, c'est parce qu'on ne sait pas quel objectif on sert. Et pourquoi on ne sait pas quel objectif on sert? Parce qu'on n'a pas un objectif chiffré derrière. Donc c'est un objectif trop large. C'est une porte géante, ou même voire 1000 portes. En fait, on se fixe un objectif qui sous-entend d'ouvrir 1 million de portes. Et du coup, forcément que c'est hyper dur. Forcément, factuellement, vous vous éparpillez. C'est logique, puisque vous venez de mettre en face de vous 150 portes. Voilà, donc il faut resserrer. Donc de quel objectif on parle et surtout quel chiffre on parle. L'exemple que je peux vous donner, c'est, on sait qu'on doit prospecter, donc vous dites, ouais, je dois prospecter, il faut absolument que j'ai des prospects. Mais souvent, on s'arrête là. Souvent, ok, on doit prospecter, je dois avoir des prospects en entrant, mais combien? On parle de combien de prospects? Il vous en faut combien? Il faut parler en taux de conversion. Il faut se dire combien je dois avoir de prospects pour avoir des clients, quel est le chiffre que je dois viser. Je vais vous donner mon propre exemple pour le coup. Moi, je sais que je dois en avoir 9 par mois. Voilà, je dois avoir 9 prospects par mois. Je dois échanger avec 9 femmes par mois. Le fait d'avoir ce chiffre 9, il ne sort pas de nulle part, hein. Il y a eu plein de calculs qui ont été faits, enfin voilà, moi c'est mon chiffre, évidemment vous c'est pas le cas, enfin ça peut être autre chose, l'idée c'est de le définir, mais une fois que vous l'avez, ça vous permet de savoir d'où vous partez. Moi en fait, je trouve que c'est beaucoup moins angoissant d'avoir un chiffre que de me dire je dois aller prospecter, je dois absolument échanger avec des femmes, je dois aller... Oui, mais combien? Et donc du coup, moi, en tout cas, pour mon fonctionnement, le fait de ne pas avoir de chiffres, je trouve que ça m'angoisse terriblement. Alors que 9, c'est quand même un chiffre ambitieux, faut le dire, mais peu importe en fait, le fait d'avoir ce chiffre, moi ça m'aide, je sais où je vais, j'ai ma vision, c'est très clair, je sais d'où je pars, je sais où je dois aller, et ça me permet aussi de me dire, je peux me dépasser. Ce mois-ci, j'en ai eu 14. Bon, très bien. En fait, j'ai pas fait 9, j'ai fait 14. Je suis encore plus contente, en fait. Donc, ça permet aussi, en plus de se satisfaire si on voit qu'on l'a dépassé. Alors que si je m'étais juste dit, il faut que j'ai des prospects, si j'avais eu 14, je me serais dit, ok. Mais là, non, je sais que j'ai dépassé mon objectif, donc c'est encore mieux. Donc, ça peut vous permettre de vous driver aussi. C'est pareil pour votre chiffre d'affaires, votre vie personnelle. Moi, je sais exactement combien je dépense. Enfin, pas à l'euro près, mais franchement, c'est assez précis. Je sais combien il faut que je gagne par mois. Et si je ne me le dis pas au doigt mouillé, j'ai vraiment listé toutes les dépenses. J'ai été assez précise. Et on peut le faire, même quand on n'est pas solo. Je suis mariée, j'ai 2 enfants, donc c'est aussi un peu compliqué, toutes ces histoires de compta et tout ça. Mais plus je suis au clair et plus, encore une fois, je sais où je vais et je sais pourquoi je travaille aussi et à quoi ça sert de gagner. Enfin, tout a une logique en fait. C'est un peu comme si je vous disais, si je venais vous voir, je vous dis, organise-moi un voyage. Là, tu vas être là, vous allez vous dire, ok,
D'accord, il faut que je vous organise un voyage. Oui, mais si je vous dis, bah, organisez-moi un voyage de 15 jours au Japon, bah, c'est pas la même en fait. Si, ou si même vous-même, vous dites, bah, je dois organiser un voyage pour moi-même versus je dois organiser un voyage de 15 jours au Japon, c'est déjà un petit peu plus précis. On parle de concret, en fait. Donc, pour moi, hyper important, un des outils qui peut vous aider pour prioriser, et d'éviter cet éparpillement, c'est de vous fixer des objectifs chiffrés. Voilà. Le dernier point, pour vous aider aussi à reprioriser, hein, notamment, parce que je sais que c'est pas facile, c'est de se faire aider. De se faire aider pour reprendre de la hauteur et puis définir aussi le meilleur retour sur investissement. Parce que quand on parle de prioriser, il y a ça aussi. Il y a se dire, à quel point l'action que je vais faire va me rapporter. Donc quand je parle de rapporter, c'est pas forcément d'un point de vue financier, mais va être bénéfique pour moi d'une quelconque façon, pour mon business ou pour ma vie personnelle. Donc ça, bah en fait, quand on est solo, c'est quand même, je trouve, assez dur de savoir quel objectif se fixer, justement. Et c'est ça le risque, en fait, c'est que du coup, vous avez beau peut-être avoir tous les outils, donc les outils dont j'ai parlé, l'audit, le vision board, les objectifs chiffrés, ça vous avez les clés, mais en fait, l'idée c'est d'être sûr que vous activez les bons objectifs et aussi de vous assurer que l'opérationnel que vous allez mettre derrière, donc les actions, vont bien se rattacher à ces objectifs-là. Parce que parfois, on a défini ses objectifs, on a défini sa vision, elle est très belle, elle est très claire. Par contre, l'opérationnel, bah, c'est là où ça part dans tous les sens et en fait ça ne sert pas vraiment. Donc, il y a quand même un truc important à faire. Enfin, il y a quelque chose qui est important en termes de prise de recul à avoir pour ça, pour vous lier à la fois les objectifs et l'opérationnel. Je vais vous donner un exemple de femmes avec qui j'ai échangé et de femmes que j'accompagne par rapport au positionnement. En fait, avant qu'on démarre, souvent, ça va être des femmes qui vont dire oui, bah je suis brand designer. Et donc quand je dis ok, mais pour qui? Elles vont me dire bah pour les PME, les startups de tous les secteurs. Et en fait, c'est totalement normal. C'est un peu comme je parlais, l'idée des 1000 portes face à vous. En fait, PME, start-up, c'est pas un positionnement. Hein. C'est pas... C'est avoir resserré un peu l'entonnoir, mais c'est clairement pas suffisant. Et donc, en fait, c'est complètement normal de s'éparpiller. Moi, j'ai aussi coché cette case hein, au début. Mais en fait, c'est beaucoup trop large, en fait. Et donc, le fait de les aider à prioriser, à se dire, ben attends, pour qui vraiment tu as envie de travailler, pour qui tu as envie de le faire, bah, souvent elles vont me répondre j'ai envie de tout faire, c'est pour sûr, justement, dans mon vision board, dans mes objectifs, l'idée c'est vraiment de bosser pour tout le monde, parce que j'adore ce que je fais, côté créa, etc. Mais sauf que quand on creuse avec elles, et moi c'est mon travail aussi, mais de creuser avec elles, bah on s'aperçoit que non, c'est pas le cas en fait. Soit derrière il y a un style graphique qui est assumé et vous avez envie bah justement de parler à travers ce style-là, donc du coup ça s'adresse pas à tout le monde. Soit vous avez finalement des valeurs, c'est pas forcément un secteur, mais vous avez des personnes en fait, ça peut être que des femmes, hein, chefs d'entreprise, ou ça peut être que des personnes qui ont je sais pas, qui ont des entreprises familiales. Enfin, il y a parfois, et même souvent, quand on creuse, on s'aperçoit que ce n'est pas pour tout le monde et que le positionnement, il est beaucoup plus précis qu'on ne le croit. Donc c'est en ça que je dis que ça peut être bien d'être accompagné parce que ça peut vous aider à aller au cœur. Alors si vous me voyez, en fait, je suis en mode je creuse ou je nage au cœur du problème et au cœur de l'objectif. C'est pareil aussi pour le côté opérationnel. Ça peut être bien de vous faire accompagner parce que moi j'ai certaines femmes qui m'ont dit par exemple vouloir travailler pour les grands groupes. Mais quand je fais un audit un peu de ce qu'elles font, en fait c'est des process de la création de contenu, ouais, des process de prospection qui sont plutôt là pour attirer des prospects en mode start-up avec des interlocuteurs qui sont pas les bons, c'est pas ceux qui vont l'aider à obtenir des missions dans les grands groupes. Donc en fait, c'est aussi recadrer la chose.
Donc dans un business, c'est super important de définir ce retour sur investissement. Parce qu'en fait, en soi, toutes les actions sont bonnes, tout ce que vous faites, c'est bien, mais c'est ça qui peut vous donner la sensation de vous éparpiller. Donc pour vous aider à définir les bonnes tâches et à définir le bon retour sur investissement, pour moi, c'est important de se faire accompagner. Et pour ça, je dis souvent, et je terminerai par ça parce que ça commence à être long, mais on envie souvent les plus gros que nous. Alors chacun a sa définition de plus gros, mais en tout cas, voilà, qui semblent mieux réussir que nous, on les envie, on se dit mais comment ils font, etc. Moi, je fais le parallèle avec un peu les mamans qui ont le glow, les mamans stars, vraiment les mamans, les stars du showbiz et tout. Elles ont un glow absolu, etc. Mais en fait, pourquoi elles ont un glow absolu ? C'est parce qu'elles s'entourent. Elles sont clairement pas seules à être avec leurs gamins. Elles ont une équipe. Et souvent, en fait, même pour moi, en fait, à ma petite échelle, je ne me compare pas à une énorme star, hein, même à ma petite échelle, on me demande mais comment tu fais pour en arriver là, avoir ces prises de conscience là, ou à driver tes projets, à les faire, etc. En fait, j'ai une équipe. Quand je dis que j'ai une équipe, j'ai pas des salariés, j'ai une équipe de prestataires freelance, mais de temps en temps, je commence à la structurer. Mais en fait, j'ai investi de l'argent dans ma vie personnelle et professionnelle. Dans ma vie pro, j'ai fait appel à une coach. J'ai dépensé plusieurs dizaines de milliers d'euros en coaching il y a plusieurs années de ça. Sur 9 mois d'accompagnement. En fait, il n'y a pas de mystère. Et en fait, j'ai eu l'occasion d'échanger ces derniers temps avec pas mal de personnes, notamment au Canada, ou en tout cas qui ont une culture très outre-Atlantique, très américaine, oui et non, en tout cas qui n'ont clairement pas la même vision qu'en France. Et en fait, ils ont beaucoup plus cette culture de se faire accompagner. J'ai par exemple ma cousine qui est canadienne et qui est française, mais qui est expatriée au Canada, qui a la nationalité canadienne maintenant, donc qui connaît bien le pays. Elle a une boutique, donc rien à voir, mais elle est entrepreneur, elle a une boutique de déco et de vente un commerce de vente d'objets, de décoration. Et en fait, elle me dit, c'est hyper logique pour eux de se faire entourer, de se faire accompagner. Ils se disent jamais, je vais tout faire par moi-même. Alors qu'en France, on a vraiment cette tendance à se dire, faut que je me fasse par moi-même. Il faut que je sue, il faut que ce soit difficile, l'effort, voilà. Et donc, c'est bien, hein, il y a des choses qui sont bien, et je pense en effet qu'il faut faire des choses par soi-même, il faut le tester. Par contre, parfois, ça peut être très long, et parfois juste, vous pouvez avoir besoin d'aide. Et en fait, c'est pas grave d'avoir besoin d'aide pour vous aider à reprioriser. Ça ne veut pas dire que vous êtes nul dans votre business et que vous n'êtes pas faite pour être freelance, vous n'êtes pas faite pour être entrepreneur. Dites-vous bien que tous les entrepreneurs que vous voyez sur les réseaux se font entourer en fait. Hein. Il n'y a pas de mystère. Soit ils se font entourer, soit ils ne se font pas entourer, mais derrière ils sont épuisés. Donc il y a aussi ce truc-là. En tout cas, faut pas hésiter. Donc quand je vous dis de vous faire accompagner, je parle pas forcément de payer non plus une presta. Hein. Ça peut aussi être de bien vous entourer, de trouver un mentor, un ou une mentor, de s'entourer de une ou deux personnes. Je dis une ou deux, hein. On parle pas de 10, de personnes de qualité. Donc par là, j'entends pas votre conjoint et votre conjointe, pas des potes. C'est des personnes qui sont dans votre domaine, qui peuvent vous aider à prioriser et à vous dire, ok, de ce que tu me parles, moi je connais le domaine, ou je connais pas, mais en tout cas je connais bien le business, je pense qu'il faudrait que tu t'orientes vers ça. Voilà, c'est aussi être en miroir pour vous aider aussi à prioriser, quoi. Bon, j'ai beaucoup parlé dans cet épisode qui est relativement long. Pour résumer rapidement, déjà de 1, si vous vous éparpillez, vraiment pas de panique. Sachez que c'est normal de s'éparpiller, ça arrive à tout le monde. Donc que vous soyez sous l'eau ou pas, dites-vous bien qu'il n'y a rien de définitif en fait et que vous pouvez corriger ça. Vous pouvez remettre de la clarté là-dedans. Vous pouvez vous reprioriser les choses, c'est tout à fait possible. Donc déjà, si vous écoutez cet épisode, peut-être que vous n'êtes pas rendu compte que vous êtes en situation d'éparpillement. Donc si maintenant vous vous rendez compte, super, c'est chouette. Si vous en aviez déjà conscience, c'est très bien aussi parce que c'est la première étape. C'est une bonne première étape de s'en rendre compte.
Et si vous n'êtes pas éparpillé actuellement, parce que ça peut être aussi ça, hein, vous écoutez peut-être ce podcast en mode un peu prévention et vous ne ressentez pas l'éparpillement, mais potentiellement vous pouvez l'être un jour, et bah prévoyez-vous aussi, ça c'est quelque chose que je recommande à tous, c'est au moins de prévoir un jour, tous les 15 jours, en mode, on appelle ça un peu le CEO Day, mais c'est un jour de gestion, un jour par mois, tous les 15 jours ou par mois, rien que ça déjà, pour vous éviter l'éparpillement, c'est-à-dire de redriver un peu les choses à partir des outils dont je vous ai parlé. Donc c'est rechecker les outils dont je vous ai parlé une fois par mois, ça peut suffire. Moi, mon mari a son entreprise, il est maître d'œuvre, donc rien à voir dans le secteur, mais une fois par mois, je l'aide en fait. Une fois par mois, je me pose avec lui et on fait en fait cette prise de recul nécessaire pour reprioriser les choses. Et encore une fois, lui, il a besoin d'être accompagné parce que c'est pas du tout sa nature. Et moi, c'est hyper naturel pour moi de le faire, surtout que je le fais tous les jours dans mes accompagnements. Mais du coup, ça peut suffire en fait. C'est ça aussi que je veux dire. Une fois par mois, ça peut aussi suffire. Et ensuite, eh ben, l'idée, c'est de vous préparer à changer les choses, comme je disais, votre organisation, de tout mettre à plat, de vraiment vous bloquer 1 ou 2 journées pour réfléchir au calme, vous dire, à partir de maintenant, je n'écoute plus mon intuition pour prioriser, je mets en place des outils, je mets en place un audit, je mets en place mon vision board. Si vous l'avez fait, bah vous remettez bien dedans, vous fixez des chiffres, très 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 important, fixez-vous des chiffres pour savoir de quoi vous partez et où est-ce que vous avez envie d'aller. Et enfin, vous faire aider si vous sentez que vous avez besoin d'avoir un regard. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. J'espère que ça a pu vous apporter des petites billes et que vous êtes déjà un petit peu moins éparpillé que vous l'étiez au début de cette écoute. En tout cas, que vous savez un petit peu quoi faire maintenant. Je terminerai cet épisode encore une fois pour vous remercier. Enfin, voilà, je voulais juste terminer par ça. Petite note aussi positive pour vous remercier de nouveau pour vraiment l'accueil que vous faites à ce podcast-là. C'est le 3e épisode. Vous continuez de me faire vos retours, donc merci énormément à celles qui le font. Vous savez pas à quel point c'est hyper important, enfin, encore une fois, dans ce monde, dans ces mondes où il y a beaucoup de contenu, etc., où on a tendance à déshumaniser un peu les créateurs, ceux qui font en fait, et celles qui prennent le temps, vraiment merci de le faire. Et celles qui ne l'ont pas encore fait, peut-être que ceci est le signe, une invitation à le faire. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous avez aimé cet épisode. Et voilà, je suis joignable et je reste joignable quoi qu'il arrive sur LinkedIn. Et n'hésitez pas à me faire signe si vous avez des petites problématiques d'éparpillement, de priorisation. Je serai ravie d'en parler avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode. Ciao!